Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission La question du jour, une émission hebdomadaire. Nous allons aborder ce soir une thématique, de mon point de vue, d'ordre social. Depuis l'indépendance de notre pays en 1960, notre pays, le Congo, a connu de nombreuses transformations sociales, économiques et politiques. Parmi les défis majeurs, figure celui de l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Question du jour, quelle est la place accordée aux personnes vivant avec handicap? Deuxième question qu'on peut aussi se poser, comment ont évolué les droits des personnes handicapées? Pour débattre de ces questions, nous avons sur ce plateau une personne ressource qui vit dans sa chair le vécu des personnes handicapées. Il s'agit de M. Jean de Dieu Goma, président de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo, en sigle UNACO. Il me dit c'est depuis 1982 qu'il est président. Il est secrétaire permanent des personnes vivant avec handicap et il a été secrétaire d'État chargé des personnes vivant avec handicap en 1992. À votre connaissance, est-ce que vous avez une idée sur la perception de la personne handicapée en 1960, à cette époque? Mais la perception, c'était une catégorie de personnes qui n'avaient pas, qu'on ne prenait pas trop en compte dans notre pays. Parce que pour ceux des parents qui avaient des personnes vivant avec handicap, par moments les cachaient, ne voulaient pas les faire voir dans la société. Souvent, les gens pensaient que quand vous avez un enfant handicapé dans votre famille, ce n'est pas une source de malheur pour vous, mais certainement, il peut être aussi, comme on le dit vulgairement, un petit sorcier qui est venu dans la famille. Et que par conséquent, les parents pensaient qu'il fallait les cacher, il ne fallait pas trop les présenter. Donc, de nos jours, je crois que cette perception n'existe plus, on ne le vit plus. On ne le vit plus. Toujours en 1960, selon vous, est-ce que les gouvernements de l'époque avaient réellement une politique adaptée aux personnes handicapées? Nous sommes encore en 1960. Non, en ce temps-là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas une politique adaptée. Il n'y avait pas une politique en faveur des personnes vivant avec handicap. Vous savez qu'en ce temps-là, les questions de personnes vivant avec handicap étaient plus gérées par l'Église catholique. Par l'Église catholique qui de temps à autre donnait un peu, soutenait un peu nos parents, les parents qui avaient des enfants handicapés. Et c'était difficile même à cette époque d'envoyer les enfants handicapés à l'école. Donc vous voyez, c'était pas... y avait, les conditions n'étaient pas réunies en ce temps-là. Et ça posait d'énormes problèmes pour nos parents, mais même pour nous autres aussi. Beaucoup de problèmes parce qu'il faut voir la plupart de ceux-là qui sont nés pendant cette époque ont commencé les études en retard. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas possibilité que les parents les amènent à l'école, tout simplement aussi parce que les parents se disaient que si je l'amène, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Est-ce qu'il sera quelqu'un demain? Mais cette image-là, aujourd'hui, de nos jours, n'existe plus. On en parlera. Est-ce pour dire qu'à cette époque, il n'y avait pas de conventions que le gouvernement de l'époque pouvait signer vivant avec handicap? Vous savez, il m'a même été rapporté en cette période-là, c'était même difficile de voir un handicapé fonctionnaire. Ah bon? Voilà, parce qu'il y avait des textes discriminatoires qui ne permettaient pas à un handicapé d'être recruté à la fonction publique. Donc vous voyez déjà, ça posait d'énormes problèmes. C'est un grand obstacle. Mais déjà quand on dit que le gouvernement ne prenait pas en compte effectivement l'évolution de cette catégorie, c'est plutôt, comme je dis tantôt, c'est l'Église catholique qui de temps en temps poussait un peu nos parents à faire qu'on nous amène à l'école, à faire que nous soyons pris en charge du point de vue même sanitaire par rapport à notre état. Ça nécessitait que nous soyons suivis pour la rééducation au niveau des centres de polio. À votre connaissance, est-ce qu'on peut avoir une idée quand même d'un handicapé de l'époque qui a émergé? Ou alors tous n'ont pas émergé? Non, il y a quelques handicapés qui ont émergé. Je prendrai le cas du professeur Diatta.
Diatta, il fait partie de la catégorie des personnes vivant avec handicap, il a émergé, il est professeur. Il est professeur, il était même entre-temps chef de département, je crois, de Sciences Éco à l'université Marien Ngouabi. Non, on sait que le professeur Diatta a évolué. Nous avons par exemple le Laurent Kunku, qui enseignait lui également à l'école supérieure du parti, un philosophe, qui aussi a émergé. Mais c'était, on les comptait, hein, du bout du doigt. Voilà, c'est ça. Alors, évoluons. Nous sommes maintenant dans les années 80. Qu'est-ce que ça change? Ou bien on reste dans les mêmes situations? Non, les années 80, on commence à sentir quelques évolutions. Les évolutions, c'est la création, par exemple, des institutions spécialisées. Nous prenons le cas de l'Institut de jeunes sourds de Brazzaville, qui, lui, il a été créé en 1971. Et puis, l'Institut national des aveugles, créé en 1981. Alors, à partir de ce moment-là, on sent qu'on commence à prendre maintenant cette catégorie-là. C'est plutôt ces deux catégories-là en charge, les aveugles et les sourds. Pendant ce temps, je crois que je ne l'ai peut-être pas dit, mais dans l'entretemps, les moteurs que nous sommes là, avec le rythme, l'époque des Diatta et autres, nous autres rentrons dans le rythme aussi, nous les handicapés moteurs. On avait la facilité maintenant d'aller à l'école comme les autres, mais c'est les parents qui nous supportaient. Mais cependant, les deux autres catégories, les sourds et les aveugles, posaient encore problème parce qu'il fallait attendre que ces institutions spécialisées-là soient créées. D'accord. Donc les années 80, jusque-là, il n'y a pas de texte juridique qui protège les personnes handicapées? Non, il n'y a pas de texte juridique, parce que le texte juridique, le grand texte juridique, c'est celui qui a été promulgué en 1992 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et que moi, personnellement, j'ai porté, comment on appelle, enfin, que vous avez au Parlement de cette époque-là, qui était le Conseil supérieur de la République. Donc, étant donné que j'étais membre du Conseil supérieur de la République, j'ai réussi à porter cette loi-là et qui a été adoptée en 1989. Donc, c'est la toute première loi portant statut, protection et promotion des personnes handicapées au niveau de notre pays. D'accord. Mais les personnes handicapées elles-mêmes, on pense qu'ils étaient un peu trop amorphes dans le cadre de la création, par exemple, des associations à cette époque. Oui, oui, c'est vrai, les personnes handicapées étaient amorphes, mais le mouvement part de 1981, avec la première année internationale des personnes vivant avec handicap, des personnes handicapées, décrétée par l'ONU. Et à partir de ce moment, il y a eu comme cette espèce d'éveil de conscience au niveau des personnes vivant avec handicap. C'est là où nous avons retrouvé les Laurent Kunku, les Diatta, qui vont créer une association des personnes handicapées. Mais au départ, c'est des embryons, hein, il faut dire, c'est des embryons. Il y a quelques embryons qui existaient à Pointe-Noire, qu'on appelait par exemple l'association des infirmes du Congo. Et puis à Brazzaville, c'était l'association des handicapés physiques du Congo avec le Laurent Kunku. Et puis qui va subir une transformation intéressante en 1987. D'accord. Mais l'UNACO, finalement, a vu le jour comment et quand? L'UNACO a été créé le 31 juillet 1987, à l'issue d'une assemblée générale. Vous savez qu'à l'époque, toutes les organisations de masse sociale dépendaient du département de la coordination des organisations de masse sociale que dirigeait Bokamba Yangouma. C'était l'époque du parti qui dirigeait l'État. Et en ce moment-là, organisation sociale et pourtant, mais nous étions sous la coupe du département de la coordination des organisations de masse sociale. Et c'est une instruction que le président de la République va donner à ce département pour réunir toutes les personnes handicapées du Congo au sein d'une même organisation. Et c'est au cours d'une grande, je dis bien une grande assemblée générale qui s'est tenue ici à Brazzaville, où il y a eu des contributions de tous les départements. Je dis bien tous les départements ont contribué pour qu'on arrive à ces résultats-là. Et l'association a été créée, et cette association a été créée. Et quelques jours après, j'aime toujours rappeler ça, j'aime toujours rappeler, c'est l'histoire. Quelques jours après, 4 jours après, donc le 4 août 1987, j'ai reçu une correspondance signée du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il m'avait adressé en tant que président de l'organisation en me disant « Jean de Dieu, tu as pris la responsabilité de diriger la structure, il faudrait que tu t'arranges pour que les handicapés sortent de cette situation difficile. » Et c'est un engagement que moi j'avais pris
par rapport aux orientations du président de la République. Et c'est ce combat-là que nous menons jusqu'à maintenant. D'accord. Ce combat que vous menez, et vous avez des activités en vue, c'est ce que vous m'avez dit? Nous avons des activités en vue dans le cadre de cette organisation. Oui, donc, nous sommes encore là. Voilà, qui totalise 38 ans d'âge. 38 ans, donc le 31 juillet 1997, 87, oui. Et puis le 31 juillet 2025, ça fait 38 ans. Donc il y a quelques activités qui vont être organisées, notamment le 31, parce que c'est un jour ouvré. Nous allons avoir une conférence débat, au cours de laquelle nous aurons des personnalités qui viendront intervenir, les personnalités qui ont suivi l'action de personnes handicapées, tout ce qui a été fait pour qu'on arrive à ces résultats-là aujourd'hui. Et puis le 3 août, donc quelques jours après, un dimanche, nous allons organiser une course sur tricycle, et puis pour les handicapés moteurs notamment, et puis un marathon pour les sourds et les sans mélanine, autrement appelés les albinos. Donc il y a un trajet, un parcours que nous avions retenu qui va permettre à ces athlètes-là de démontrer aussi que, en dehors du fait que nous soyons personnes vivant avec handicap, mais nous avons des capacités, et cela y va aussi de notre santé. Mais vous n'avez pas un groupe musical, non? Le groupe musical existe toujours. Un orchestre, c'est ça? Un orchestre des personnes vivant avec handicap, qui d'ailleurs viennent de prester là pendant le FESPAM, au Palais des Congrès. J'ai eu des échos comme quoi ils étaient très intéressants, parce que toujours très mobiles, ils ont des initiatives, et que souvent les gens pensent que quand on est handicapé, on ne peut pas faire de la musique. Mais là, nos semblables ont prouvé aux mélomanes qu'ils sont capables de beaucoup de choses également. Très bien. En dehors de l'UNACO, est-ce qu'aujourd'hui on compte aussi d'autres associations des personnes handicapées? On compte plusieurs associations de personnes handicapées. Combien? Plusieurs. Combien, selon vous? Près de 90 associations de personnes handicapées. 90 associations? Près de 90 que nous avons recensées là, de l'autre côté du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Mais il y a des associations et associations. C'est-à-dire? Mais il y a des associations de nom qui n'existent que quand il y a des cérémonies, quand il y a des événements. À l'image des partis, certains partis, quoi. Bon. Qu'on dit voilà, parti de nom. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Mais il y a 2 ou 3 organisations qui émergent, mais qu'on ne peut pas comparer à une vieille organisation comme l'UNACO, qui a 38 ans d'existence et qui est pratiquement à l'origine de toutes les réalisations obtenues en faveur des personnes handicapées. En fonction de vos moyens, bien sûr. Mais les moyens, c'est les idées plutôt d'abord. Non, c'est pas ça le problème. Notre organisation n'a pas d'argent. Vous savez, l'argent, c'est quoi? C'est les cotisations des membres. Mais lesquels cotisent? Quand vous avez un groupe de gens qui ne travaillent pas et personne ne cotise, mais vous êtes obligé d'avoir des initiatives qui permettent à ce que vous soyez visible et que vous soyez effectivement cette interface entre le gouvernement et les personnes vivant avec handicap. C'est ce que nous essayons de faire depuis que notre organisation existe. Oui, pourquoi ne pas regrouper ces associations pour dire, bon, nous avons le seul combat, c'est défendre nos droits, et réunissons-nous pour créer une association, par exemple? C'est le combat que je mène depuis longtemps. Je mène ce combat. Mais vous savez, la loi de 1901... Vous n'êtes pas compris? Souvent pas compris. Souvent pas compris. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas compris, parce que la loi de 1901, malheureusement, autorise à ce que 2 ou 3 personnes se retrouvent quelque part, ils montent un statut, mais les statuts, ils montent le règlement intérieur, les anciens se les déposer, ils sont reconnus comme tels. Donc, nous, on n'a pas possibilité de dire au ministère de l'Intérieur de ne pas leur donner des documents à partir du moment où la loi existe. Mais je vais toujours penser, à l'instar un peu de ce qui existe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faudrait que nous revenons au bon sentiment, au premier jour. Parce que si déjà les autorités, le premier citoyen congolais a pensé regrouper en 1987 les personnes handicapées sont d'une même organisation, d'une seule, pour défendre leurs droits, leurs intérêts, je crois qu'il faudrait que les personnes vivant avec handicap reviennent au bon sentiment et qu'on se retrouve. Mais se retrouver, ça veut dire quoi? J'ai toujours pensé que on ne peut pas féoder tout le monde au sein de l'Union nationale des associations de personnes handicapées. Non, ce n'est pas possible. Les gens, dans notre pays aujourd'hui, si on a 3 grandes fédérations de personnes handicapées, on ferait l'affaire. Mais vous savez qu'il arrive de ces moments
où nous avons un seul décideur. Et quand chacun de nous arrive avec un dossier, même si ce dossier-là est un dossier bancable, prenons le cas des banques, mais à un certain moment, un autre qui arrive, mais les gens ne vous comprennent pas. Mais finalement, vous êtes combien d'associations dans ce pays-là? Et qui on va aider, qui on ne va pas aider? Souvent, nous perdons beaucoup de choses parce que nous ne nous comprenons pas jusque-là. Mais c'est le combat que je dois toujours mener pour que les jours à venir, les uns et les autres comprendront que tant que nous n'allons pas être unis là, ça va toujours être difficile. Oui, 80 c'est quand même trop exagéré, non? 80 c'est trop. C'est listé au niveau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment listé. Hein. Ça, je crois qu'on peut voir les archives, vous allez vous rendre compte que c'est la réalité. Effectivement, 80, pourquoi 80? Pourquoi 80? Pendant le forum, je crois que j'ai émis une idée. J'ai dit, mais recoupons-nous, parce que ça ne nous amène nulle part. Vous voyez, il y a des choses, certainement, nous parlons de l'emploi, nous parlons de... Mais on n'arrive pas à régler un certain nombre de situations, tout simplement parce que on ne comprend pas qui aider, qui ne pas aider. Très bien. Alors, nous allons évoluer. Vous avez parlé en termes d'armature juridique, la loi de 1992, c'est bien, mais cette loi, apparemment, n'a pas connu de textes d'application. Effectivement, cette loi n'a pas connu les textes d'application. C'est un peu la difficulté que nous avons dans nos pays africains. Mais je crois cette situation, on vit même ça en Europe aussi. On prend des textes, mais malheureusement, on prend des lois, malheureusement, les textes ne viennent pas. Effectivement, pendant tant d'années, les textes d'application, aucun texte n'a été pris. Et ça posait problème. Mais on tentait d'expliquer à ceux-là qui nous recevaient, à ceux-là auprès desquels on s'adressait par rapport aux avantages qui sont là-dedans, que, en dépit du fait qu'il n'y a pas de texte, mais nous sommes des Congolais, nous sommes des citoyens, comprenons que, en fait, on peut appliquer sur la base de ces textes-là, nous donner quelques avantages. Vous voyez, par exemple, au niveau de la douane, quand vous faites venir tout ce qui est aide technique, en réalité, on ne paye pas. Mais comme il n'y a pas de texte d'application, on est obligé de se déplacer pour négocier auprès du directeur général des douanes qui a une très bonne compréhension de la chose et il vous accorde. Mais on aimerait quand même qu'il y ait un texte qui le lui impose. Mais malheureusement, on n'a pas eu texte d'application tout simplement parce qu'avec tous les bouleversements qui sont intervenus, c'était difficile. Bon, évoluons toujours en parlant de l'armature juridique après la loi de 1992. Et plus rien alors? Non, après la loi de 1992, le Congo a ratifié un certain nombre de textes maintenant. Oui. Sur le plan international. La Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et c'est cette convention-là et la Charte africaine des droits des personnes handicapées également, ce sont ces textes-là qui ont permis à ce qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, qu'on élabore un nouveau texte, une nouvelle loi qui a été adoptée par le Parlement. Mais cette loi n'a pas encore été promulguée, mais il y a une nouvelle loi. Mais qui a été élaborée, comme je dis, sous la base de ces orientations-là, de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et de la Charte africaine des droits sur les personnes vivant avec handicap également. Et selon vous, en tant que président de l'UNACO, cette loi est la bonne, quoi? Oui, elle est la bonne parce que la loi de 1992, celle que j'avais portée, était élaborée à un contexte un peu particulier. Oui. Un contexte un peu particulier. Mais là, il y a eu des orientations par rapport aux textes qui ont été pris, des textes sur le plan international. Et ces textes nous ont servi effectivement de pouvoir élaborer. Là, la nouvelle loi tient compte effectivement de toutes les préoccupations des personnes vivant avec handicap. Et d'ailleurs, nous, au niveau et du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, et même au niveau des organisations de personnes handicapées, nous y avons pris une part active. Et pour que cette loi-là soit initiée et puis soit adoptée par le Parlement. Et les enfants autistes ont été pris en ligne de compte? Les enfants autistes également sont pris en compte dans ce texte-là, la nouvelle loi qui a été adoptée normalement au niveau du Parlement. D'accord. Bon, maintenant parlons du concret. Du concret en termes d'éducation, en termes d'emploi. Vous avez dit qu'en 1960, ce n'était pas évident qu'on trouve un handicapé à la fonction publique, etc. La question que j'aimerais vous poser, parlons d'abord de l'éducation. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qu'on a remarqué de concret? Non, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, nous avons toutes les catégories, ont la possibilité d'aller à l'école. Ont la possibilité, pour certaines catégories, d'arriver jusqu'à l'université. Le seul bémol, la seule difficulté, c'est au niveau des sourds, où nous avons eu 2 cadres sourds qui ont obtenu leur bac, il fut un temps. Qui ont obtenu leur bac. Qui avaient obtenu en son temps, ça remonte à 10, 15, 20 ans, leur bac. Mais malheureusement,
cette filière-là qui leur permettait de pouvoir continuer leurs études à l'université n'existe plus. Ils sont obligés, quand ils arrivent, par exemple, après le BET ou le BMT, ils sont obligés de s'arrêter, ils ne peuvent pas continuer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus aller au lycée et que les dispositions ne sont pas prises pour permettre à ces enfants-là de pouvoir poursuivre leurs études. Mais pendant ce temps, les autres catégories, je prends les aveugles peuvent continuer, et jusqu'à l'université. Et ce qui va être étonnant pour vous certainement, mais nous avons réussi il y a 2-3 ans, ce qui n'existait pas, à faire accepter sur titre 4-5 handicapés à l'ENAM, donc à l'école nationale de magistrature. La magistrature. Vous voyez, ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc c'est des aveugles qui sont sortis de cette école-là, alors que ça n'existait pas. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour les handicapés moteurs, je crois que là, il n'y a pas de débat. Les handicapés moteurs, aujourd'hui, arrivent même jusqu'au doctorat. Jusqu'au doctorat, parce qu'ils sont tous avec les autres. Mais quand bien même, par moment, c'est difficile de pouvoir poursuivre les études, tout simplement parce que les conditions d'accessibilité se posent, notamment au niveau des bâtiments et autres. Mais la volonté... Il n'y a pas des rampes... Mais non, il n'y en a pas. Vous voyez, à l'ENAM, par exemple... C'est une difficulté. Voilà, c'est une difficulté énorme, là, à l'ENAM. Il faut grimper. Il faut grimper, malheureusement, les conditions que vous imaginez, mais c'est un combat qu'il faut toujours mener et que nous pensons que les jours à venir, les années à venir, les choses vont changer. Mais déjà, c'est cette volonté-là de permettre à ce que ces catégories-là arrivent jusqu'à faire ces grandes études-là. Je crois que c'est déjà une très bonne chose et remarquable dans notre pays. Est-ce qu'il y a des formateurs, des spécialistes en la matière pour les personnes vivant avec handicap au Congo? Dans le temps, il y avait des formateurs. Dans le temps? Dans le temps. Quel temps? Vous le situez en quelle année? Je peux dire, il y a 4-5 ans, il y avait des formateurs qui étaient formés à l'ENAM également. Mais malheureusement, depuis un moment, c'est l'INTES qui prend le relais. Mais l'INTES, c'est à peine qui prend le relais pour former aujourd'hui les formateurs des institutions, des écoles spécialisées pour les personnes vivant avec handicap. Sinon, ça posait d'énormes problèmes. Mais là, le ministère des Affaires sociales a pris un peu à cœur le dossier. Et au niveau de l'INTES, on espère que dans 4-5 ans, on aura vraiment des formateurs qualifiés pour poursuivre cette œuvre qui a été abandonnée, surtout pour le cas des sourds, il y a quelques années. Et des aveugles, des formateurs aussi? Parce que aujourd'hui, tous les coopérants qu'on avait, je crois, ne sont plus. Ils sont partis. Ils sont partis, effectivement. Ils sont partis et au niveau de l'INTES également, on est en train de former. Mais je crois qu'à ce niveau aussi, il faut avoir un regard critique un peu. Parce que tant que nous allons continuer seulement à penser qu'il faudrait que nous attendons les cadres qui sortiront de l'INTES, je crois que ça va être une difficulté pour nous. Il faut négocier. La difficulté au niveau de ces écoles, je crois que je ne l'ai pas souligné, c'est que c'est des écoles qui n'appartiennent pas directement à l'État congolais. L'État congolais co-gère ces établissements avec... Je prends le cas de l'INAC, l'Institut national des aveugles du Congo, avec l'armée du salut. L'Institut des jeunes sourds, c'est avec l'Église catholique. Donc ça pose souvent problème. Mais maintenant, le fonctionnement aussi à ce niveau-là pose d'énormes problèmes parce que les moyens n'accompagnent pas ce qu'il faut pour permettre à ces enfants-là de pouvoir évoluer. Vous voyez, de temps en temps au niveau de l'INAC, on vous dit que pendant un mois on n'a pas fréquenté parce qu'il manque le carburant. Et ça pose un problème. Ça pose un problème pour l'avenir de ces enfants-là. Ça pose un grand problème. Donc le combat aujourd'hui, il faudrait que tous nous regardions un peu vers ces institutions spécialisées, que l'État gère ensemble avec quelques églises dans notre pays, pour que nous revenons un peu à ce que les bonnes idées que nous avions au départ quand on avait créé ces écoles-là. Les bonnes idées, lesquelles? Mais les bonnes idées, c'est que tout le monde mettait la main à la pâte. L'Église catholique, par exemple, mettait la main à la pâte. L'État congolais donnait les moyens qu'il faut pour permettre... Les associations aussi? Oui, mais les associations, les partenaires, bien sûr. Les associations également. Mais déjà, quand vous prenez l'Église catholique, c'est Caritas qui représente. Donc, je vais parler de l'UNACO aussi. Mais l'UNACO, de temps à autre, quand il y a une possibilité, l'UNACO le fait. L'UNACO le fait à travers les petits gestes qu'on fait avec les personnes vivant avec handicap que nous recevons. Voilà. Donc, mais le combat à ce niveau-là, il faudrait qu'on le dise, le combat est encore là. Il faudrait que nous nous battons
pour que ces écoles-là reviennent, comme je l'ai dit tantôt, au premier sentiment qu'on avait quand on les avait créées. C'était pour donner à ces enfants-là la possibilité d'être des personnes aussi à part entière les jours, les années qui viennent. D'accord. Est-ce que vous avez une idée des résultats des personnes handicapées, élèves au bac par exemple, cette année, nous n'avons pas tous les résultats, mais les années passées, il faut vous dire que c'est des enfants qui sont doués. Qui sont doués. Quand ils passent leurs examens, en tout cas, souvent, on a les 90 ou 80% de réussite à ce niveau-là. Et la chance que nous avons, c'est parce que aussi, même au niveau du conseil consultatif ici, nous avons des traducteurs. Prenons le cas par exemple des aveugles, et où il faut quelqu'un qui traduit en braille et autres. Mais nous avons un jeune, très jeune encore, c'est lui qui aide ces enfants-là à passer les examens et à corriger les matières. Et chaque fois quand il y a examen, il y a bac, il y a le BEPC, il y a le CEP, on le fait venir, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur le fait venir pour que lui il corrige. Et puis on sent que vraiment c'est l'amour qu'il a alors que c'est une personne valide. Mais là, ils sont plus nombreux à le faire. C'est pourquoi il faudrait que nous pensions à la formation également. Pourquoi ils sont plus nombreux? Pourquoi ils sont plus nombreux? Nombreux sont ceux-là qui en sont admis à la retraite. Et que, voilà. Et puis aussi, les moyens ne permettent pas à ce que on les prenne aussi. Hein. Non, quand on parlait de la retraite, déjà, je rebondis sur l'emploi. Oui. Cette question de recrutement à la fonction publique, est-ce qu'il y a un handicap, un obstacle, où on ne prend pas les handicapés? Ou alors il y a une évolution? Non, une très grande évolution à ce niveau-là, je peux vous dire. Une très grande évolution depuis 1989. Vous savez, cette démarche, je l'ai faite en 1989. C'est avec le ministre Nchaïbia, paix à son âme, quand il fut ministre de la fonction publique. Et il y a eu un principe qui avait déjà été acquis, et quand le ministre Dambenze arrive, ainsi de suite. Donc, c'est déjà quelque chose qui était mis en place. Donc, les personnes handicapées, ça, il faudrait que nous le disons, chaque fois qu'il y a recrutement à la fonction publique, les personnes handicapées sont prises en compte. Il y a un quota qui se dégage. Un quota qui se dégage qui permet à ce que les personnes vivant avec handicap soient recrutées. C'est vrai qu'il y a 2 ans de session de recrutement où pratiquement les personnes handicapées n'ont pas pu être recrutées, mais c'est tout simplement par rapport à la situation et aux contraintes financières, aux contraintes du Fonds monétaire international. Bon, à ce niveau-là aussi, il faudrait que je dise une chose, parce que vous m'interrogez à ce sujet. Je crois qu'il manque un peu de sérieux au niveau des personnes vivant avec handicap. Je vais le dire comme ça. Ça dit qu'il y a la guerre, hein, qui amène le dossier. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe? C'est individuellement ou alors on dépose d'abord à l'UNACO ou bien au secrétariat? Non, comment ça se passe? Quand nous avons commencé, étant donné que l'UNACO était la seule organisation, c'est l'UNACO qui gérait ça aussi. Bon, malheureusement, avec plusieurs associations, mais chaque association, comme je l'ai dit tout à l'heure là, fait sa liste et puis va au niveau de la fonction publique pour négocier le quota. Bon, maintenant, ce quota-là, est-ce qu'il est bien géré? Est-ce qu'il est bien géré? C'est-à-dire? Mais quand on vous donne par exemple 50 places, est-ce que vous les donnez aux intéressés? Est-ce que nous les donnons aux intéressés? C'est la question que nous nous posons. Je crois que c'est la Jusque-là, je ne comprends pas. Quand vous dites est-ce que nous le donnons, ça veut dire quoi? Qu'il y a des hommes valides qui travaillent avec oui, mais parce que vous avez parlé de la guerre, ça veut dire que vous avez une idée. Vous avez une idée. On préfère prendre d'autres personnes que celles-là, les personnes qui sont concernées par ces situations. Et c'est le combat que je mène. Je leur dis, nous n'avons pas intérêt à faire ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas bon. Et je suis intervenu plusieurs fois, personnellement, au niveau du ministère de la fonction publique, pour demander, on est une institution de la République, pourquoi ne donneriez-vous pas ce quota au conseil consultatif qui connaît ces associations et le conseil gère? Pourquoi on préfère directement donner aux associations ou donner aux individus, aux personnes vivant avec eux? C'est là où ça nous crée d'énormes problèmes. On n'est pas souvent compris dans ce sens-là et que, bon, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle on ne nous a pas donné le quota, mais c'est tout simplement, j'ai parlé de la contrainte financière. Mais j'ai bien peur que les années à venir, que ça continue à poser problème. Parce qu'on ne sait pas donner à qui. Vous êtes 90 associations, on va donner à qui? C'est ça le nœud. Mais il faudrait que
le gouvernement, par le touchement du ministère de la fonction publique, comprenne que l'institution a été créée aussi pour régler ce genre de questions et qu'en dépit de tout le bruit qu'ils peuvent entendre. Parce que vous savez, qui peut être facilement sanctionné? Mais c'est celui qui a été responsabilisé par le président de la République. Vous voyez, vous me donnez un quota à gérer. Mais si jamais moi je gère mal, mais facilement on me tape sur les doigts. Mais quand vous donnez, on donne aux associations individuellement. Non, on ne règle pas le problème. Et moi je continue à penser que tant que nous ne mettons pas de l'ordre à ce niveau-là, ça posera d'énormes problèmes. Aujourd'hui, on me demande à moi de me rapprocher du ministère de la fonction publique parce qu'il y a le concours qu'il faut faire. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui ont mal interprété les textes, mais les personnes handicapées sont exemptées des concours en ce moment par rapport au texte qui a été pris. Mais ça ne veut pas dire que on va continuer à faire ce que nous faisons. Mais l'idéal serait que le gouvernement, qui a une institution qui est en partenariat, enfin on peut parler avec, si vous voulez bien, les personnes handicapées, gère cette question. Mais absolument, c'est notre souhait. Nous avons émis ça plusieurs fois au travers des correspondances et je suis allé même à l'Assemblée nationale, au Sénat pour évoquer cette question-là. Parce que tant qu'on ne le fera pas comme ça, avec 90 associations, je ne sais pas à qui on va donner, qui on va laisser. Ça va toujours être difficile. Entre nous soit dit, on prend plus les hommes ou les femmes? Non, on prend toutes les catégories. C'est vrai que les hommes sont un peu plus, la catégorie homme, pardon, domine un peu plus parce qu'il faut comprendre aussi, hein, on a moins de femmes intellectuelles handicapées. Ah bon? Ah voilà, c'est ça, il faut les consoler. Pourquoi alors? Mais tout simplement parce qu'il y a plus d'handicapés, par exemple plus d'handicapés moteurs que les autres catégories. Vous voyez la différence, hein, il y a plus d'handicapés moteurs que les sourds, plus de sourds que des aveugles par exemple. C'est ça. Vous allez me dire que dans votre cabinet, il y a plus d'hommes handicapés que des femmes? Oui, dans mon cabinet, mais je fais un peu la part des choses parce que j'ai trois collaborateurs, non, j'ai 5 collaborateurs et j'ai 3 collaborateurs dames qui sont avec moi. Je crois que vous avez même vu quelques-unes, là, une sortir ici. Mais ce sont les hommes qui dominent. Les hommes dominent, et effectivement les hommes dominent parce que c'est les hommes, disons les choses, hein, comme je l'ai dit tantôt, qui sont un peu plus instruits que les autres dames, femmes handicapées. Je parle des femmes handicapées. Voilà. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, apparemment tout est déjà fait, il n'y a plus de défi. Ah non, je dirais oui, pas ça. parce que vous n'avez pas déjà l'éducation, c'est bon, l'emploi, c'est bon. Non, je dirais pas ça. Le défi, déjà le premier défi, c'est de comprendre, par exemple, le domaine de l'emploi, dans le secteur de l'emploi, c'est de comprendre qu'il ne faut pas que nous continuions à gérer avec les associations. Hein, il faut gérer avec l'institution qui existe. C'est déjà un problème, c'est déjà un défi qu'il faut relever. Nous avons, par exemple, au niveau de l'Institut, j'ai parlé des institutions spécialisées, où il y a des moyens, moyens humains qui manquent, des moyens financiers qui manquent. Vous savez, ça pose d'énormes problèmes. Pourquoi on ne donnerait pas un peu plus d'autonomie à ces institutions spécialisées comme il fut? C'était à une certaine époque où c'était des institutions spécialisées qui avaient la possibilité de se battre au niveau du Trésor pour avoir leurs moyens pour leur permettre de fonctionner. Pourquoi il faut centraliser? Non, il faut décentraliser. Moi, à mon époque, je le dis, à mon époque, pendant que je suis secrétaire d'État, j'ai pensé que les institutions spécialisées devaient avoir une autonomie de fonctionnement et chaque institution, devait se battre au niveau du Trésor pour sortir de l'argent et faire fonctionner. Une ligne budgétaire. Une ligne budgétaire. Mais quand la ligne budgétaire est centralisée, ça pose d'énormes problèmes pour les institutions spécialisées. Et ça, je le dis en connaissance de cause. D'accord. En termes de défis, vous ne parlez pas de santé? Non, la santé, mais oui, vous me rappelez quelque chose. La santé, mais parce qu'on n'a pas abordé le sujet. La santé, oui, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Allez dans les hôpitaux. Vous allez vous rendre compte que pour un sourd qui arrive, il est pratiquement déphasage avec le médecin qui le reçoit ou la personne qui le reçoit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au niveau de ces institutions, de ces hôpitaux-là, on n'a pas de cadres qui peuvent faire ce que, vous voyez à ma droite, ce que l'interprète fait par exemple. Alors, vous êtes en train de parler, c'est pratiquement le langage du sourd, mais vous ne vous comprenez pas. Or, quand vous ne vous comprenez pas, vous faites un mauvais diagnostic. Mais le diagnostic n'est pas bon, parce que vous pensez que ce qu'il est en train de vous dire, et qu'il a mal à la tête, mais pendant ce temps, il vous explique que ce n'est pas la tête, c'est peut-être les yeux qui lui font mal. Vous voyez, donc ça pose... Et à ce niveau-là, il faudrait que nous nous battons également pour qu'il y ait des points focaux. Des points focaux où on va avoir, par exemple, les interprètes au niveau des hôpitaux. Bon, les interprètes aussi, nous en avons besoin au niveau de la télévision nationale. Oui. Vous comprenez? Hier, par exemple, nous avions cet interprète qui est à mes côtés. En plein journal. En plein journal. Mais depuis un moment, il n'y en a pas.
nous sommes obligés, nous, au niveau du conseil consultatif, de supporter quelques, j'allais dire, interprètes au niveau des médias privés. Vous voyez par exemple au niveau de DRTV. Mais il y a tous les jeudis, ou mardi et jeudi, il y a un interprète, ça permet à cette catégorie de sourds de pouvoir suivre. Mais à la télévision nationale, hier c'était, et pourtant nous qui avons commencé la chose, mais nos amis d'en face là-bas prennent le dessus sur nous, alors que nous pensons qu'il faudrait que nous réglions cette question, et je suis en pour parler, j'en avais déjà parlé au ministre de la communication, et je suis en pour parler avec le directeur général de la télévision nationale, et en pour parler avec le DI de la télévision nationale également. D'accord. Toujours en termes de défis, vous avez parlé des établissements qu'on construit ici et là, sans tenir en ligne de compte les personnes handicapées. Ça aussi, c'est un défi qu'il faut relever, je pense. Oui. En termes de l'armature juridique, il n'y a pas un défi en termes des textes qui lambinent. Ça, c'est pas un défi, selon vous? Non, mais dès lors que la loi, par exemple, la loi est votée par le Parlement, on attend que la promulgation. Mais maintenant, c'est l'application, l'application de ces textes-là. Je l'ai dit d'entrée de jeu, que souvent dans nos pays et même sous d'autres cieux, les textes sont pris, les lois sont prises, mais malheureusement, c'est les textes d'application qui posent de nombreux problèmes. Donc en ce moment, pour nous, nous attendons la promulgation de la loi et nous allons nous battre. Mais nous demandons aussi au gouvernement, notamment... Pourquoi vous allez vous battre? Pourquoi vous allez battre alors que c'est l'administration qui travaille? Mais l'administration qui travaille, mais il faut de temps en temps passer. C'est ça notre rôle au niveau des associations. Le suivi. Le suivi. C'est ça le rôle des associations des personnes handicapées. Notre mission à nous, c'est d'aller de temps en temps vers le gouvernement pour dire, vous avez pris tel texte, mais ce texte-là, pourquoi il n'y a pas de texte d'application? Pourquoi il n'y a pas... C'est à nous de le leur rappeler. C'est ça la mission. Quand je dis nous allons nous battre, effectivement, nous continuons à nous battre au niveau de... J'allais dire au niveau de nos organisations, pour ne pas dire au niveau de l'UNACO, pour que les problèmes des personnes vivant avec handicap soient toujours et toujours plus en compte. D'accord. Oui, peut-être pas un bilan que je vais vous demander à la tête du secrétariat. En termes de combat, vous avez déjà réussi quoi? En termes de combat, il faudrait que je vous précise que la mission du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, c'est d'émettre des avis et faire des suggestions au président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Vous avez bien fait de poser cette question, parce que souvent les gens pensent que le Conseil consultatif est le ministère en miniature des affaires sociales. Non, nous ne sommes pas le ministère des affaires sociales. Nous sommes là pour donner des avis et faire des suggestions. Et quand on donne des avis et on fait des suggestions, mais on ne ventile pas ça à tout le monde. On ne publie pas ça. On n'a pas, les textes ne nous disent pas qu'il faut mettre ça dans le journal officiel, comme au niveau du Conseil économique et social. Non. Nous, nos textes sont déposés à la présidence de la République, sont déposés au niveau de la primature. Maintenant, à partir de ce moment, comme nous ne dépendons pas d'un ministère, c'est les associations qui doivent prendre le relais pour le suivi de ces documents-là. Or, souvent, les gens pensent que c'est nous qui... Quand vous dites les gens, lesquels? Les personnes vivant avec handicap, notamment. Mais même le commun de mortels pense que le conseil consultatif, ou les conseils, enfin je parle aussi au nom de mes collègues, les conseils, nous avons pour mission, j'allais dire, d'exécuter. Nous, on n'exécute pas les missions du gouvernement, non. Nous, notre mission, c'est de donner des avis, faire des suggestions, et à partir de ce moment, nous nous attendons. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a tout fait. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait des propositions. Dans le domaine de la santé, nous avons fait des propositions. Dans le domaine du transport, nous avons fait des propositions. Il nous est même arrivé, à la veille de la rentrée scolaire, constatant qu'au niveau des institutions spécialisées, il n'y avait pas de moyens. Nous avons rencontré à la fois le Premier ministre d'antan, paix à son âme, Clément Mwamba, nous en avons débattu. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée, Isidore Mvouba. Nous avons rencontré le président du Sénat, également Ngolo, pour que nous parlons de ça et qu'ils interviennent pour que les institutions spécialisées aient quelque chose. Voilà, notre mission s'arrête là. Mais nous ne pouvons pas exécuter quand on nous dit « vous ne nous achetez pas les béquilles ». Non, le Conseil n'achète pas les béquilles. Si nous pouvons le faire, c'est par compassion, parce que nous sommes personnes vivant avec handicap et nous constatons les difficultés que les autres rencontrent. Mais sinon, ce n'est pas notre mission à nous. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, notamment les ministères de l'Affaires sociales. Notamment, ce n'est pas notre mission à nous. Là. Oui, en parlant du ministère de l'Affaires sociales, quels sont vos rapports en tant qu'association avec ce ministère?
Non, mais nous, en tant qu'association, oui, nous sommes des partenaires aussi, parce que nos questions, étant donné que c'est le ministère qui s'occupe des personnes vivant avec handicap, chaque fois que nous avons des dossiers, nous faisons intervenir le ministère des Affaires sociales. Même là, l'activité que nous allons organiser, nous allons demander à ce que le ministère nous désigne une personne pour assister à ces activités qu'on va organiser. Voilà. Nous avons fait un peu le parcours depuis 1960, nous sommes en 2025. En termes de droits des personnes vivant avec handicap, que dire en termes de conclusion? Pour ceux qui nous regardent, oui. Pour les décideurs et pour eux-mêmes aussi les concernés. Non, en termes de conclusion, je crois que nous avons intérêt à faire confiance aux autorités de notre pays. Parce que quand on voit tout ce que nous avons pu obtenir jusque-là, c'est grâce à la volonté d'un homme, le président de la République. Il faudrait que nous le sachions. Parce que s'il n'y avait pas cette volonté-là, on ne serait jamais arrivé à tous les résultats que nous avons aujourd'hui. Et tout ce que nous faisons, je crois que c'est pour le bien des personnes vivant avec handicap et nous contribuons également au développement de notre pays. Et nous pensons que c'est plus intéressant si nous pouvons réduire nos associations, les 90 là, en 3 fédérations, je crois que ce serait une très bonne chose. Et ça, je continue à lancer cette idée-là, parce que ce serait plus intéressant si on a 3 grandes fédérations, nous avons la possibilité d'affronter le pouvoir public. Or, 90, nous ne pourrons jamais le faire. Et à ceux-là qui nous regardent aussi, qui pensent que les personnes handicapées doivent être toujours j'allais dire, sous eux, ou alors c'est toujours eux qui doivent parler en notre place. Je crois qu'il est temps que les gens comprennent que nous sommes capables nous-mêmes d'assumer, d'assurer nos responsabilités aussi. Vous voyez, déjà, quand on arrive à responsabiliser quelqu'un au niveau de l'État, plus élevé de l'État, j'ai été secrétaire d'État, vous l'avez dit. J'ai été député, vous l'avez dit. Je suis secrétaire exécutif permanent. Certainement demain, je vais aller au Conseil économique et social, je crois que vous le savez, parce que les textes le disent. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance en nos valeurs. Donc par conséquent, je crois que les personnes handicapées, nous avons intérêt à nous battre et les hommes qui nous regardent, qui suivent nos actions, ont intérêt à nous assister pour nous permettre de pouvoir continuer la mission qui est la nôtre, qui n'est pas terminée, parce qu'il faut arriver à faire que tout ce que nous avions dit dans des hôpitaux, dans les institutions spécialisées, que les choses soient remédiées rapidement. D'accord. Est-ce que vous connaissez un pays comme ça, enfin sans revenir, comme on dit, il y a un pays comme ça au monde où tous les droits sont respectés à 100%? Ah non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, vous avez dit qu'il faut que ma mission soit accomplie. Non, la mission c'est quoi? Je vous ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées encore. Est-ce que pour régler, par exemple, donner un budget, accorder un budget aux institutions spécialisées, on a besoin de faire tomber le ciel? Non, on n'a pas besoin de ça. Qu'on comprenne que les institutions doivent fonctionner, il faudrait qu'ils aient un budget. Donc, donnons de l'indépendance à ces institutions-là pour qu'elles aient la possibilité d'avoir leur budget et de fonctionner convenablement. Voilà, donc, voilà, ça c'est simple, ça, c'est tout simple. Voilà, c'est simple, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la question du jour. Ce soir, nous avons abordé les questions des droits des personnes vivant avec handicap depuis 1960 et jusqu'en 2025. Beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai, mais beaucoup reste encore à faire, a dit notre invité. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Au revoir.